La Commission électorale nationale indépendante a clôturé le dépôt des candidatures pour les législatives nationales. Nous allons essayer d'en parler avec Abbé Bala, le regard de l'Église par rapport au processus électoral, boycotté par Fayoulou, boycotté par le FCC et pris par certainement certains partis politiques de l'opposition. Nous allons en parler. Alors, autre chose, c'est l'OIF. L'OIF, une ASBL exige la démission de Louise Mouchikouabou. D'ailleurs, on apprend que le gouvernement congolais n'a pas invité la secrétaire générale de l'OIF. Ça sera avec M. Marcelin Bassiba qui sera là pour parler de cette thématique. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, madame. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous d'actualité en grande ligne. Lobbying payant pour la RDC qui a réussi à obtenir la nomination de Marie-Madeleine Kalala au sein du comité des sages de la CEAC, un énième poste qui s'ajoute parmi tant d'autres déjà acquis au sein des organisations sous-régionales et qui permettra à Kinshasa de mieux défendre ses intérêts sur l'échiquier international. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Boula Kilimbalimba, a effectué sa toute première descente dans le district de la Tchangou. Objectif, faire veiller aux consignes données pour la lutte contre les tracasseries routières et les embouteillages. Au Centrafrique, à 3 ans de prochaines élections présidentielles, le référendum constitutionnel annoncé en mai par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra aura lieu le 30 juillet. Considéré comme un viol par le bloc républicain, l'opposition appelle à l'abstention et au boycott de ce projet qu'il qualifie d'illégitime. Fin de ces titres qui vous seront développés à 19h par Grâce Salambo. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à vous, Iselona. La grande édition, ça sera avec Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Tout de suite, nous allons parler du processus électoral. Voilà, processus électoral en République démocratique du Congo. Alors que l'opposition a appelé au boycott, l'opposition, la plus grande partie de l'opposition, composée de Martin Fayoulou, le FCC, mais l'union sacrée pour la nation, tient certainement coûte que coûte à l'organisation de ces processus électoraux. Nous allons en parler avec M. l'abbé Bala, le regard de l'Église par rapport au processus électoral. Bienvenue, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour l'invitation, Jean-David. Voilà. Je suis heureux de pouvoir, encore une fois, participer à ce débat citoyen autour des questions majeures qui concernent notre pays. Et ce n'est pas seulement du processus électoral. On doit parler aussi de toute cette situation qui est aussi, qui va avec
l'insécurité qui se passe à l'Est, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et avec le processus électoral, tout cela est un peu enchevêtré. Vous avez dit quel est le point de vue de l'Église. Je ne parle pas ici au nom de l'Église. Je suis là comme membre de la société civile, comme expert électoral, vous le savez. Donc, je suis parmi ceux qui ont vraiment... J'enseigne même les questions de communication électorale à l'école de formation électorale en Afrique centrale, à l'EFEAC. Donc, les questions électorales me concernent aussi comme citoyen. Comme citoyen, je ne vais pas parler... Ça, c'est une précision détail, merci. Oui. Merci beaucoup. Jocelyn, c'est mieux que vous remettiez la thématique sur l'apaisement est-il indispensable. Oui. Alors, le processus électoral, tel qu'amorcé, il y a beaucoup plus d'appels au boycott. Et on a vu dans un premier temps, même dans les dépôts des candidatures, il y avait des tergiversations. Alors vous, en tant qu'expert électoral, comment vous aviez analysé cet état des choses? Je vais d'abord dire une chose. Depuis que le processus a commencé, vous savez qu'il y a eu comme une sorte de climat général de contestation, non seulement des animateurs de la centrale électorale, mais aussi de toute la trame du processus, pendant qu'on était en train d'avancer. Ce que moi j'admire dans l'esprit des Congolais, c'est lorsqu'à un moment donné, ceux qui étaient j'allais dire les chantres du refus de la composition de la CENI, ont mis de l'eau. Oui, ont mis de l'eau dans leur vin et qu'ils ont accepté, notamment, par exemple, l'Église catholique et l'Église protestante, l'Église du Christ au Congo et la Synco. En dépit des irrégularités dénoncées. Oui, ils ont fini par dire, finalement, laissons voir. C'est ça la sagesse, justement, de l'Église, c'est ce que je voulais dire. On dit... Laissons voir, on peut, vous savez, dans notre doctrine chrétienne, nous savons que du mal peut venir aussi le bien. C'est par le péché d'Adam que nous avons eu le salut et donc la rédemption par Jésus-Christ. C'est aussi Saint Paul qui était contre les chrétiens, qui tuait les chrétiens. C'est Saint Paul qui est devenu le plus grand évangélisateur et héros du Christ ressuscité. Donc aujourd'hui, on peut se dire, bon, peut-être qu'au début, il y a eu cette contestation, mais bon, après, il y a eu comme une sorte de consensus en disant, laissons faire le processus, laissons venir. Et moi, ce que j'ai admiré d'abord dans l'attitude des membres de la CENI, je ne cesse de le dire à beaucoup de gens qui m'écoutent, et ils vont dire, mais écoutez, professeur Bahala, vous êtes devenu pro Kadima ou quoi. Non, c'est un ami que je connaissais depuis longtemps, et comme observateur des élections partout. On a travaillé avec un certain nombre d'experts dont nous connaissons justement l'aptitude. Et je dois avouer que l'attitude positiviste, j'ai dit ça comme ça, du président de la CENI pousse à l'admiration. Parce que malgré toutes les critiques, on a parlé des cartes d'électeurs qui n'étaient pas tout à fait au point. De façon très ingénue, il a dit, ça peut se corriger. Et l'attention a baissé. On a dit, on ne sera pas dans les temps. Il a dit, nous serons dans les temps. Et chaque fois revient la même chose, le même questionnement. Est-ce que le gouvernement donnera les moyens qu'il faut au moment où il faut pour que ça se fasse? Chaque fois, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous sommes prêts. Techniquement, nous sommes prêts. L'autre jour, il y a eu l'incident du fait que la plupart des candidats étaient aux abonnés absents vers la fin du délai de dépôt des candidatures dans les BRTC. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que certains sont en train de craindre qu'il n'y ait peut-être un glissement ou une prolongation ou un dialogue qui ferait que les élections ne se feraient pas au moins? Est-ce que maintenant, à l'allure où vont les choses, nous sommes déjà... On a entendu des choses pareilles. Laissez-moi donc terminer cela. J'ai dit, on a vu la CENI courageusement
accepter même ce qui était contre son parce que ça demanderait, ça fait que ça fera du retard sur son calendrier. Eh bien, la CENI a accepté de faire une prorogation du temps du dépôt des candidatures. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, mais c'est vrai, on a vu que la CENI était volontariste. J'admire ce volontarisme. Oui, mais c'est volontariste, mais est-ce que les moyens suivront? Parce que déjà aujourd'hui, c'est le 24, il nous reste pratiquement quelques jours pour le mois d'août. Il faut d'abord la commande des kits. Jusque-là, est-ce que la commande a été faite? Oui. On ne sait pas parce que souvent, si la commande est faite, ils mettent ça à la place publique. Mais jusque-là, d'ici là, ça sera le mois d'août, à quelques mois des élections, ça inquiète. Les élections, Jean-David, dépendent de trois choses. Elles dépendent d'abord des hommes, parce que les élections, c'est d'abord les hommes. C'est d'abord ceux qui doivent les organiser. C'est pour ça que la matière électorale est devenue une matière scientifique. Des gens étudient, vont. Si nous avons créé l'école de formation électorale en Afrique centrale, c'est parce qu'on sait que les élections sont une affaire technique. Beaucoup de gens essaient de venir parler des élections comme c'était une chose qui va de soi. Non, les élections, c'est d'abord une question technique. Ah bon, est-ce que la CENI a les hommes qu'il faut pour faire ces élections? Au niveau technique, nous pouvons dire oui, parce qu'on a vu qu'ils ont pu, petit à petit, avant il y avait peut-être un recrutement qui était sui generis, mais maintenant on se rend compte, quand on a vu qu'il n'y a pas eu d'incident dans les BRTC, vous vous rappelez, dans les bureaux de réception des candidatures, il n'y a pas eu d'incident. Zéro incident, cela signifie qu'il y a une certaine professionnalisation qui est. On a vu que les formations se font. Les élections dépendent donc des hommes qui font les élections, parce qu'elles se font aussi pour les hommes. Les élections dépendent d'une deuxième chose. Elles dépendent, oui, de la logistique, parce que cette logistique-là, aujourd'hui, elle est technique, elle est matérielle en ce qui concerne le transport, etc., l'acquisition de kits électoraux et tout. Elle est matérielle, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent. D'ailleurs, c'est un débat qu'on peut réouvrir. Le débat de savoir, est-ce que tout ce matériel, on sait le garder? Parce qu'on a eu des machines à voter. Où sont les machines à voter que l'on avait utilisées lors des dernières élections de 2018? Donc, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. On se dit, c'est beaucoup d'argent aussi. Si la CENI demande 500 millions de dollars dans un pays qui est exsangue économiquement à cause de Covid qui est passé par là, la crise mondiale... 500 millions de dollars, mais jusque-là, le gouvernement a promis 200 millions. Voilà. À la fin de ce mois, il a promis. Mais la commande des kits n'est pas encore faite. N'est pas encore faite, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je parlais de ce troisième facteur. Le troisième facteur, et c'est peut-être ça l'ennemi le plus sûr des élections et de tout celui qui organise les élections, c'est le temps. Le temps. C'est le temps. C'est-à-dire que vous avez un calendrier à respecter, et donc pour que les gens acceptent de vous donner des rallonges lorsque vous êtes coincé au niveau de la logistique, au niveau matériel, lorsque vous êtes coincé au niveau justement de la mise en route de toute cette machinerie électorale, il faut un consensus pour que l'on puisse réévaluer le temps. Le temps, c'est le temps qui va manquer à la CENI. Parce que lorsqu'on voit ce qui est en train de venir, lorsqu'on voit aussi la mentalité de nos politiciens, oui, on voit la mentalité. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à aller aux élections, il faut le savoir. Donc, je ne crains pas de le dire parce que moi je ne suis pas candidat, donc probablement je ne le serai jamais parce que mon état d'ecclésiastique ne me permet pas. Mais aujourd'hui, vous savez donc qu'il y a des gens qui espèrent encore une prolongation dans les temps comme on en a connu de 2016 à 2018. En espérant qu'il y aura un dialogue. J'entends des voix qui commencent à appeler « Oh, il faut un dialogue, il faut un consensus ». Hier, certains disent « On ne participe pas s'il n'y a pas de dialogue ». Et ce dialogue, chaque fois, dans la tête des Congolais, et ça, je n'aime pas. Ce dialogue signifie « C'est indispensable. On va encore partager le pouvoir ». Aujourd'hui, pour être beaucoup plus réaliste, vous êtes spécialiste. Oui. Parce que jusque-là, à l'allure où vont les choses, est-ce que les élections seront organisées à temps?
Les élections peuvent être organisées à temps. Moi, je préfère voir ça de façon positive. Je suis toujours un optimiste invétéré. Je n'aime pas broyer du noir ou prêcher le désespoir. Notre Dieu est un Dieu de l'espoir. C'est lui qui, du mal, peut faire sortir le bien. Et aujourd'hui, on peut dire, le processus tel qu'il est fait, tel qu'il est aujourd'hui, est en train d'aller vers une zone de dangerosité, une zone où la masse critique peut, à un moment donné, éclater. Il faudrait qu'il y ait des gens qui parviennent à faire baisser cette tension. Elle ne baissera que sous deux conditions. D'abord, si on se rassure que les moyens seront donnés à la centrale électorale pour qu'elle parvienne à acquérir matériellement ce qu'il lui faut. Là, ce sont des hypothèses, non? Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, mais elles sont... Lorsque j'entends le gouvernement, lorsque je vois la volonté même du président de la République, lorsqu'il parle, il dit il y aura élection en décembre. Oui. Moi, je préfère le croire. Oui, parce que si déjà, ça dit que tout à l'heure, vous aviez parlé du budget, 500 millions pour l'organisation jusqu'à la fin. Mais le 500 millions, la CENI attendait à ce qu'on puisse débourser à la fin de ce mois le 500 millions. Mais le gouvernement promet, au lieu de 500 millions, le gouvernement promet 200. C'est déjà ça. C'est que jusque-là, c'est-à-dire ça risque de ne pas s'organiser dans le temps. Il y a une volonté. Je disais qu'on dépendait de cette question matérielle. Mais ça dépend aussi d'une deuxième question. Écoutez, la démocratie, c'est aussi l'art du compromis. Je ne dis pas de la compromission. Il faut éviter la compromission, qui signifie une capitulation devant les situations difficiles. Et la démocratie, c'est aussi l'art du compromis. C'est-à-dire accepter que le point de vue de l'autre, accepter d'apaiser l'autre dans ses craintes. La classe politique aujourd'hui craint qu'il n'y ait comme une sorte de hold-up sur les élections. Il faut que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui fassent un geste de décrispation. Ce geste ne signifie pas nécessairement qu'on remet les compteurs à zéro. Je vois des gens qui rêvent de devenir ministre ou d'entrer dans le gouvernement ou de faire le 1+4, 1+3, 1+, je ne sais pas quoi. J'entends des supputations là-dessus. Hein. Je lis Internet comme vous. Je vois des gens qui commencent déjà à faire des calculs, des petits calculs. Moi, je suis contre ce genre de calculs. Mais je suis pour que les politiciens congolais se parlent. Mon évêque d'heureuse mémoire, Monseigneur Catalico, à Rome, une de ses dernières paroles au symposium avant sa mort, c'était de dire les dirigeants doivent se parler. Les dirigeants ne peuvent pas vivre en chaîne de faïence. Regardez toutes les catastrophes qui sont en train de nous arriver. À l'est du pays, nous ne parvenons pas. Le Rwanda nous tient à la gorge et veut faire la guerre. Il est dans la belligérance. Nous sommes donc obligés. J'étais content de voir ce week-end nos soldats montrer du muscle. Hein. J'ai vu la garde républicaine montrer du muscle. C'est bon pour le peuple. Ça, c'est bon. Ça nous donne une certaine fierté de dire ces gens-là ne vont pas continuer à nous narguer. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier que cette angoisse-là est là. Il y a des zones qui ne vont pas connaître les élections. Goma, donc Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Kwamut, etc. Tous ces lieux où il n'y a pas eu d'enrôlement des électeurs et où il n'y a pas eu aussi des dépôts de choses. Donc ces choses-là demandent qu'on en parle. Il faut que le pouvoir parle et rassure ceux qui sont là-bas. Donc il faut une certaine, une certaine main tendue pour écouter ces doléances. Des politiciens disent nous devons d'abord trouver un consensus sur un certain nombre de questions. Est-ce que ce consensus passe nécessairement par la création d'un gouvernement de transition ou je ne sais pas quoi? Non. Ce consensus passe par des mécanismes à travers lesquels, parce que ces mécanismes sont déjà prévus. Il y a les commissions mixtes entre la CENI et certaines organisations comme les organisations politiques, les partis politiques, comme avec la société civile, etc. Nous avions proposé depuis longtemps que l'on crée dans ce pays une institution qu'on appelle le médiateur de la République. Dans des questions le médiateur. Oui,
Oui, il faut qu'il y ait un médiateur. Nous, les ambassadeurs de la paix, c'est ça notre mémo que nous avions déposé lors des consultations au président de la République. Mais on risque de tout politiser, ça. Hein? Parce que vous voyez, médiateur de la République, peut-être dans un premier temps, ça pourra aller, mais on connaît, nous avons une surpolitisation de la scène politique congolaise, ça risque de devenir très difficile. Moi, j'ai confiance en mon peuple. Et je sais que dans cette surpolitisation, il y a toujours des sages qui restent au milieu du village et des sages qu'on ne peut pas se mettre à soupçonner d'être à gauche ou à droite. Ne me dites pas que parmi les Congolais, on ne peut pas trouver 2, 3, 4, 5 personnes qui ne soient pas dans les jeux politiques d'intérêt, etc. Il y en a. Et il y a donc moyen de le faire, parce que l'Afrique du Sud a pu en trouver en la personne de feu Monseigneur Desmond Tutu. Et ce médiateur de la République est capable, lui, de dire aux uns et aux autres, voici la voie où nous allons suivre. Et ce médiateur de la République, dernièrement en Afrique du Sud, avait fait accuser le président de la République. Et l'a mis devant ses responsabilités. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui devrait avoir assez de pouvoir moral pour pouvoir dire à tout le monde, est-ce que nous voulons les élections, de bonnes élections, sans violence, sans heurts, où nous voulons des élections coûte que coûte, avec le pays qui va tomber dans un chaos total? Est-ce que nous voulons d'abord la paix? Parce que ça aussi, c'est la question à poser. Nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la pression que nous font ceux qui nous font la guerre aujourd'hui est telle que, en réalité, ils veulent casser notre voie de la démocratie. Nous sommes entourés par des pays qui, eux, ont tripoté leur constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je ne cite pas des gens comme ça, je vais citer les voisins, Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, etc. Ce sont des tripoteurs de constitution, des gens qui ont fait. Nous avions montré l'exemple à tout le monde par une alternance pacifique et civilisée du pouvoir. J'ai aimé le président de la République quand il a dit l'autre jour dans son interview avec sa porte-parole. J'ai aimé ce qu'il a dit, j'étais touché au cœur. Il a dit, la seule chose que je regrette, c'est que nous n'ayons pas réussi cette alternance, que nous ayons cassé l'entente, l'élan d'entente que nous avions eu et qui avait permis une alternance pacifique. Ça signifie que les Congolais rêvent d'avoir un pays normal. Et donc, on doit choisir. Dans certains cas, il faut choisir. Est-ce que nous voulons les élections coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte, et quoi qu'elles coûtent, ou nous voulons d'abord pacifier le pays, le réunifier, récupérer les territoires qui sont là-bas et dire, par exemple, priorité, c'est quoi? Les élections, on peut les faire dans 2-3 mois après avoir mené une grande offensive qui nous remet dans notre souveraineté. Ce sont des choses qu'on doit discuter. Donc, moi, je lance simplement une hypothèse en me disant, les Congolais peuvent se dire, bon, on arrête nos querelles, tous derrière, comme un seul homme, nous nous levons pour pouvoir nous battre et récupérer notre souveraineté, pour qu'il n'y ait pas de Congolais qui soient laissés pour compte et qui demain puissent aussi envoyer leurs délégués dans l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales. Mais on peut aussi se dire, est-ce qu'on peut faire les deux? Nous menons des élections plus ou moins correctes, tout en faisant la guerre, tout en laissant des territoires sous contrôle des autres. Vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde, quand j'entends le CLC demander qu'il y ait un dialogue, je ne crois pas qu'ils sont en train d'appeler à un dialogue du genre de celui qu'on a fait à la Cinco. Oui. Alors c'est quel genre de dialogue? Ça pourrait être quel genre de dialogue? Non, je ne crois pas que c'est ce genre de dialogue. Moi, le dialogue auquel moi je suis en train de penser, et je sais que c'est ça le dialogue auquel pensent nos évêques, c'est de dire, il faut que les Congolais acceptent de se parler, acceptent de mettre les choses sur la table et de se dire, ici nous sommes fâchés. Vous voyez des événements comme la mort de l'assassinat des chérubins au Kende. Vous savez, psychologiquement, beaucoup de monde, beaucoup de politiciens ont comme une sorte de frayeur. Et dans le peuple, il y a comme une sorte de manque de confiance en nous-mêmes. Nous devons donc retrouver cette confiance. Cette confiance doit revenir.
la justice doit fonctionner, doit faire son travail. Ceux qui organisent les élections, la CENI, doit faire son travail. Nous lui faisons confiance. Nous devons lui faire confiance. Mais aussi, au niveau donc des politiciens de la classe politique congolaise, il faut que les gens puissent apaiser les cœurs, qu'ils acceptent ensemble que le pays ne tombera pas si nous acceptons ensemble de trouver des solutions consensuelles afin que nous allions de l'avant. Et la guerre dans l'Est, cette marche des dissuasions. Et la guerre dans l'Est, cette guerre-là, vous savez très bien d'où elle vient. Cette guerre, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la guerre du Congo contre le Rwanda, c'est la guerre des multinationales et des puissances occidentales contre le Congo pour pouvoir mettre la main sur les dernières réserves stratégiques des matières premières rares dont nous disposons pour leurs économies. Et cette guerre là-bas, cette guerre de proxy, elle se fait au vu aussi de tout le monde. Vous avez vu dernièrement, l'autre semaine, il y a eu le massacre de 11 personnes à Rutshuru. Il y a eu encore des massacres la fois dernière. Il y a eu des massacres encore dans l'Ituri. Nous sommes en train de vivre une situation où on a banalisé finalement la mort des Congolais. Vous n'entendez pas une seule voix qui condamne ce genre de pratiques. Vous n'entendez pas des gens qui disent, bon, écoutez, désormais, on en a marre, eh bien, maintenant, nous demandons à la France, demande des sanctions contre les auteurs de rien. Vous entendez l'Union européenne qui se réunit pour sanctionner un petit politicien de quelque part là, des collines ou des vallées du Sud Kivu parce qu'il a dit quelques histoires rocambolesques. Mais vous n'apprenez pas qu'un général rwandais, parmi ceux qui sont en train de conduire la guerre et de faire les massacres, a été condamné et mis sur les bancs des accusés par ces gens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie nécessairement que le Congo est seul dans cette lutte. Nous ne parvenons pas à convaincre le monde de nous aider parce que le monde est coalisé contre nous pour s'emparer de nos richesses. Donc, le Congolais a intérêt aujourd'hui de réveiller ce patriotisme, de réveiller justement cette volonté. Pas en faisant non, nous ne pouvons pas aussi fermer les yeux sur les gens qui détournent l'argent de l'État, sur les gens qui font des bêtises et qui font des choses contre la morale, non. Mais nous devons aussi dire que tous les Congolais devraient se mobiliser aujourd'hui pour essayer de trouver la solution, de casser les prétextes par lesquels le Rwanda est en train de justifier sa guerre. Oh, nous venons défendre ou protéger une communauté. Cette communauté leur répond, non, nous on n'a pas besoin qu'un pays étranger vienne nous protéger. Vous avez entendu le ministre Guissaro, que j'aime beaucoup, il leur a dit non, nous n'avons pas besoin de votre protection. Nous sommes protégés par notre gouvernement. Deuxièmement, vous entendez leur histoire de FDLR. Dernièrement, ils ont lancé ça. Ils ont lancé ça un peu comme un ballon, puis après, ils se sont rétractés. FDLR, s'il existait encore des FDLR, ils auraient quel âge aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que tous les petits, peut-être, qui peuvent, s'ils sont 200 ou 300 aujourd'hui ou 500, quelle menace sécuritaire constitue-t-il aujourd'hui pour le Rwanda? Ça devient un épouvantail. S'il en existe encore, ils ont 60 ans ou 65 ans. Ils sont amortis. Ils sont amortis. Et puis on ne peut pas faire porter, s'ils ont eu des enfants ici, dans les viols qu'ils ont fait sur les Congolaises, est-ce que ces enfants-là, on peut leur faire porter le poids du génocide qu'ils n'ont pas connu? Donc vous saisissez que certains prétextes, il faut que nous, les Congolais, nous parvenions à les casser. Et troisièmement, nous ne pouvons gagner cette guerre que s'il y a une cohésion nationale autour de notre armée. Nous avions commencé cette campagne, nous, vous savez, au niveau de la société civile, nous avions créé une dynamique d'éveil et de sursaut patriotique en soutien au FARDC. Et vous avez vu cette mobilisation qui a fait qu'on a eu tous ces jeunes gens qui sont allés, 30 000 qui sont allés dans l'armée. Il faut qu'aujourd'hui, l'armée monte en puissance. On l'a vu, si on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier avec la guerre, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut que le Congolais ait les moyens de défendre sa patrie et qu'il ne puisse pas attendre que ce soit l'EAC qui vienne le défendre, la SADC ou je ne sais pas quoi. Cette surmilitarisation de notre territoire avec des gens que nous devons justement payer par notre budget et qui viennent en touristes et qui ne font pas le coup de feu, non. Il faut aujourd'hui qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. Merci.
La loi sur la réserve armée de la défense doit être mise en route. La programmation. La loi de programmation, elle doit être appliquée avec le budget qui a été décidé. L'armée doit monter en puissance pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. Merci beaucoup, M. l'abbé Baala, pour ces analyses. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, un deuxième invité. Nous allons parler de l'OIF, de cet ASBEL qui demande la démission de Louise Mushikiwabo avec M. Marcelin Basilemba. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Mais vous ne pouvez pas laisser trop poser votre exigence. Vous demandez la démission de Louise Mushikiwabo. Notre exigence, elle est une exigence, dit tout, normale. Sinon, pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour attendre, du fait que Louise Mushikiwabo, pour nous, n'est-ce pas, c'est une plaque tournante du régime du Rwanda, un pays agresseur de la RDC. Vous ça, voulez... c'est la première des choses. Ouais, allez-y. Deuxièmement, Louise Mushikiwabo, elle est originaire d'un pays non respectueux des droits de l'homme, de la démocratie, de ce quoi le valeur que défend l'OIF. Et pour preuve, vous ne pouvez qu'à lire, n'est-ce pas, le rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Les signaux sont au rouge. Vous ne pouvez qu'à lire, n'est-ce pas, le rapport de Women Rights sur le temps de la démocratie au Rwanda. Les signaux sont au rouge. Et l'OIF décide d'accorder une personnalité de ces pays, la tête de cette grande organisation qui défend le droit de l'homme. Oui, mais encore que... Maintenant, vous voulez que l'OIF réponde à vos exigences, mais vous êtes nombreux. Il y a beaucoup d'États francophones, mais ce n'est pas seulement la RDC seule de demander la démission de Mushikiwabo. Écoutez, et si vous êtes minoritaire, c'est que c'est la voix de la majorité qui va primer. Nous pensons, et ça c'est un feu,
Louise Mushikwabo est arrivée à la tête de l'OIF par le soutien de la France. C'est la France qui a soutenu la candidature, n'est-ce pas, de Louise Mushikwabo. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas vraiment non plus accepter cela. Encore que le Rwanda, il faut montrer ces éléments à ceux qui nous attendent. Le Rwanda n'est plus membre de l'OIF. Le Rwanda a viré vers les Commonwealth. Le Rwanda préside, s'il vous plaît, il préside les Commonwealth. Oui, mais il y a, le Rwanda est au Commonwealth et le Rwanda est aussi à la francophonie. Mais écoutez, les éléments que je donne, ce sont des éléments de conviction qui peuvent permettre à la France et à tous les pays membres de l'OIF, n'est-ce pas, de retirer les confiances à Louise Mushikwabo. Aujourd'hui, le Rwanda, après plusieurs années, le Rwanda a décidé de récupérer l'anglais comme langue officielle dans l'administration et même langue de l'enseignement. Il y a l'anglais et le français. Le président même rwandais parle difficilement aujourd'hui français. Lui, il est côté anglais seulement, le président Paul Kagame. Mais il entend. Mais écoutez, attendre et parler, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Et puis on vous donne, n'est-ce pas, la direction d'une grande organisation là, dont vous-même, vous n'incarnez plus les valeurs. Donc il y a quelque chose, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Alors maintenant, votre démarche demandant la démission de Louise Mushikwabo, c'est en marge de l'organisation des Jeux de la francophonie? Nous avions saisi cette opportunité en or qui nous est, n'est-ce pas, offerte pour faire attendre, n'est-ce pas, la voix de la RDC. Un pays marginalisé, un pays abandonné par, n'est-ce pas, la communauté internationale et la France, comme c'est de lui que nous parlons. Si vous me permettez, je vais donner les conditions que nous avions données pour acquérir, n'est-ce pas, et soutenir, n'est-ce pas, le jeu de la francophonie ici chez nous. La première condition que nous avions donnée à la France, nous avions demandé à la France de soutenir et d'accompagner la démission de Louise Mushikwabo à la tête de la francophonie du fait qu'elle est originaire, n'est-ce pas, d'un pays agresseur de la RDC, un pays non respectueux de valeurs démocratiques et de droits de l'homme que défend l'OIF. Deuxièmement, nous avions demandé à la France de sanctionner économiquement et financièrement le Rwanda. Ça, ce sont des préalables. La France doit le faire comme elle l'a fait avec la Russie, qu'elle cesse de jouer, n'est-ce pas, à une politique de 2 poids, 2 mesures. Troisièmement, nous avions demandé, n'est-ce pas, au Rwanda, à la France, d'isoler diplomatiquement, n'est-ce pas, le Rwanda dans la sphère d'influence, n'est-ce pas, de la France. Quatrièmement, nous avions demandé, n'est-ce pas, à la France de sanctionner une petite personne, monsieur Paul Kagame, et les dignitaires, n'est-ce pas, de ce régime, que nous considérons comme un régime suicidaire. Vous comprenez? C'est à ces conditions-là que nous allons accueillir, n'est-ce pas, le jeu de la francophonie. C'est à ces conditions-là que nous allons continuer, n'est-ce pas, à jouer franc jeu, n'est-ce pas, avec la France. On a suivi, la République démocratique du Congo n'a pas donné son invitation à Louise Mushikwabo. C'est suffisant, non? Ce n'est pas suffisant. Bon, pour nous, d'abord, on était en pleine réunion maintenant avec les amis, le membre du RCA. Nous disons que... RCA, d'abord, signifie quoi? RCA, c'est le Réseau des citoyens pour un avenir à tous. En pleine réunion, on dit c'est la première victoire sur le plan national de notre élite depuis que nous avions commencé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, attendre la voix des Congolais. Parce que nous portons haut, n'est-ce pas, la voix des Congolais. Le gouvernement, quant à lui, venait, n'est-ce pas, de surseoir l'invitation qu'il aurait, n'est-ce pas, envoyée à Louise Mushikwabo. Ça aura quoi comme incidence si aujourd'hui Mushikwabo ne vient pas? Mushikwabo, nous pensons que dérouler les tapis rouges à Louise Mushikwabo, c'est dérouler les tapis rouges à Paul Kagame, un président d'un pays qui agresse notre pays.
Et pour nous, c'est une aberration, c'est une insulte. Hein, de dérouler les tapis rouges, n'est-ce pas, à Louise Mushikwabo. Voilà un peu. Sur le plan diplomatique, nous pensons que c'est une réponse, n'est-ce pas, à votre démarche, à notre démarche, à votre combat, mais une réponse qui est insignifiante. Nous voulons voir. Donc vous voulez seulement la démission. La démission. Que Mushikwabo démissionne. Que Mushikwabo démissionne. Mais qu'est-ce que ça va apporter à la RDC? Mais ce que ça apporte à la RDC, que c'est une façon d'attendre notre voix dans la démarche de la pacification de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo. Ça ne veut pas dire si Mushikwabo est là ou n'est pas là, les Congo sera paradis du tout. Mais vous ne voyez pas que ça risque d'être un acharnement sur Mushikwabo? Ce n'est pas un acharnement. Pour nous, sur le plan diplomatique, c'est un élément positif. Parce que le monde saura que Mushikwabo a démissionné parce que la RDC a demandé sa démission, parce que son pays, le Rwanda, c'est un pays qui agresse, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. C'est un pays qui n'est pas pacifique. C'est un pays qui viole les valeurs démocratiques. C'est un pays qui ne respecte pas la politique de bon voisinage. Pourtant, nous sommes censés vivre en harmonie avec le peuple rwandais, d'ailleurs que nous partageons de valeurs, n'est-ce pas, de même valeur, presque de même valeur avec eux. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est la politique rwandaise en République démocratique du Congo. Le grand problème, c'est le régime au pouvoir au Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, les régimes au pouvoir, vous ne voyez pas, il y a maintenant la Belgique qui a refusé d'accorder l'accréditation à l'ambassadeur Vincent Karega, celui qui était ici. La Belgique a refusé. Vous ne voyez pas que c'est aussi une pression lancée sur le Rwanda? Nous, au sein du RCA, et c'est même la position de la République démocratique du Congo, nous avions dit, nous sommes fatigués avec des belles paroles de la dite communauté internationale. Juste des mots creux, dénués de tout sens. Nous voulons voir la communauté internationale sanctionner le Rwanda économiquement, isoler le Rwanda. Ils l'ont fait avec la Russie. Qu'ils le fassent aussi pour nous. Ce que le plus de 10 millions de morts congolais, des gens que nous déplorons aujourd'hui, compte zéro devant les yeux de la communauté internationale. C'est que la vie d'un Congolais ne représente rien devant eux. Et que nous devons continuer, n'est-ce pas? La communauté internationale doit continuer à assister impuissamment, n'est-ce pas, au massacre, à répétition, à l'est de la République démocratique du Congo. Le massacre de Kishishi, le massacre à Rutshuru, le massacre tout ce qui s'est passé au site Kivu. Si je commence à citer ici, le massacre de Kasika, le massacre de Kanyola, le massacre de Ninja, le massacre de Mutaroule. Donc, il y a au moins une liste non exhaustive. Si j'ai commencé à citer, on peut même passer un peu la nuit, toute la nuit ici. Et donc, tout cela ne dit rien à la communauté internationale pour dire, écoutez, ça suffit. Nous avions abandonné la République démocratique du Congo. Nous avions accepté que cette puissance par procuration, le Rwanda, puisse endayer tous les jours, violer, n'est-ce pas, le minerai, donc la richesse du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo, et qu'après 3 décennies, disons quand même non. Disons non, et soutenons la République démocratique du Congo. Pour mener à bon escient vos démarches, vous faites quoi? Vous organisez des marches. Qui est derrière vous? Qui vous soutient? D'abord, personne. Personne n'est derrière nous. Nous sommes en train de mener un combat pour, n'est-ce pas, la restauration de la paix en RDC. Un combat pour, n'est-ce pas, défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit derrière nous pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y a personne d'abord qui est derrière nous. Ça, c'est un. De deux, nous voudrions à ce que la voix de la RDC soit entendue. Nous voudrions à ce que la communauté internationale, pour une fois, se dise, écoutez, ces gens ont souffert pendant longtemps. Essayons quand même d'intervenir, essayons de les aider. Parce qu'ils en ont pour quelque chose. Ils n'interviennent pas aujourd'hui. Ce n'est pas à dire qu'ils n'ont pas des éléments de conviction qui leur permettraient d'intervenir.
nous avions un grand lot de rapports des experts des Nations Unies qui ont parlé des différents massacres perpétrés en RDC par l'UPDF, le RDF, l'armée rwandaise. Il y a plein de rapports. Nous avions le rapport mapping. Et donc, tous ces rapports-là sont gardés dans le tiroir des Nations Unies, non exploités, et ils continuent toujours, n'est-ce pas, à assister impuissamment. Ça doit cesser. Le peuple congolais doit s'élever comme un seul homme. Aujourd'hui, nous représentons la société civile. La société civile, c'est une église au milieu du village. Ce n'est pas une démarche de l'opposition ni du pouvoir. C'est une démarche de tous les Congolais. Et c'est comme ça que je suis en train de sensibiliser, de conscientiser le peuple congolais que nous nous retrouvons demain à 10h. Demain, mardi. Demain, mardi, le 25 juillet 2023, que nous nous rencontrons devant l'ambassade de la France pour exiger à la France la démission, n'est-ce pas, de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, pour dire à la France, maintenant c'est le temps de sanctionner économiquement et financièrement le Rwanda, parce que si vous le faites, et si vous influencez aux autres partenaires, à vos partenaires de le faire, le Rwanda n'aura plus les moyens financiers de nous attaquer. Il sera aussi asphyxié économiquement. Par surcroît, la guerre à l'est de la RDC, la guerre dans les grands Bandundu, au Kwamuntu, au Congo central, les Mobundu qui nous attaquent déjà par-ci par-là, tous ces conflits-là vont prendre effet. Même les kidnappings, nous osons croire que ces gens sont derrière tous ces chaos-là, toute la psychose qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de créer dans la ville-province de Kinshasa. Troisièmement, nous serons là demain pour dire à la France d'isoler diplomatiquement, n'est-ce pas, le Rwanda. Nous serons là pour dire à la France de sanctionner directement, n'est-ce pas, Paul Kagame. Et voilà, je crois que les amis de l'opposition, les amis de la majorité présidentielle, les amis des confessions religieuses, nos collègues dans leur diversité des organisations de la société civile seront là. Nous interdisons à tous ceux qui vont participer de venir avec un drapeau de parti politique. Je vous conseille de venir avec le t-shirt de drapeau de la RDC, où vous vous habillez normalement pour venir défendre, n'est-ce pas, la cause noble de la RDC. Merci beaucoup, M. Marcelin Basilemba, coordonnateur du RCA. C'est une ASBL des jeunes, des citoyens qui appellent à la démission de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et vous aviez pleinement raison. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Grâce Salambo. Ça sera sur Télé 50 et sur Radio 50. Ça continue sur 96.2 MHz. Et là, cette fois-là, au niveau de la radio, ça sera Iselona. Joël, restez branchés sur Télé 50. Très bientôt.